La mort de Newton. Augusto Forti. Le rôle principal de la science est de dessiner un tableau cohérent et acceptable du monde et de l'univers dans lequel nous vivons et, comme disait Popper, dans cette entreprise, la physique et ses composantes d'invention spéculative et d'ouverture à l'expérience a été le guide et le meilleur instrument pour la compréhension du monde, bien avant la chimie ou la biologie. Les théories scientifiques ont une vie qui accompagne l'évolution de la pensée humaine et qui dure un temps plus ou moins long. Il y a 3 siècles, Newton a publié De Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, principe mathématique de la philosophie naturelle. Depuis, ce chef-d'œuvre a influencé et guidé l'humanité. Certains historiens font coïncider l'apparition de la science moderne avec la distinction entre science et philosophie. Comme beaucoup de ses contemporains, Newton s'est battu contre la suprématie de la philosophie et de la théologie sur la science. Ce qui ne signifie pas que la science et la philosophie doivent s'ignorer l'une l'autre. Et en effet, les penseurs du XVIIe siècle ont cherché à construire une défense théorique pour protéger la science de la tentation du dogmatisme. La pensée philosophique devait mener le combat pour la liberté de la recherche et recherche et science guideront les humanistes de cette époque, comme Spinoza, Hobbes et Locke. À cette époque, la symbiose entre la science et la philosophie atteint des sommets qu'elle n'avait jamais connus auparavant, et comme il n'y en aura plus pendant longtemps. Cela explique la forte influence que les idées de cette époque si féconde auront sur l'évolution de l'humanité. Scott, Occam, Jean de Joudon et bien d'autres avaient préparé le terrain pour cette révolution en affirmant que la nature ne pouvait être expliquée que par des principes qui lui étaient propres et en considération de la théorie de la double vérité par rapport aux Écritures. Galilée et Bruno ont formulé des idées fort semblables et la méthode inductive commence à être de plus en plus utilisée aussi bien par la science que par la spéculation philosophique. Cet immense travail de recherche culmine avec Galilée, qui en exprimant clairement ses théories prépare la formulation de la vision newtonienne. Après Galilée, 3 principes sont établis. 1. La nature est riche en événements et comportements qui se conforment rigoureusement à des lois exactes et immuables. Souvent, un mécanisme complexe, comme celui qui régit le système astronomique, peut être déduit de l'observation du comportement et des lois qui régissent un corps plus commun, comme un pendule ou un projectile. 2. Aussi notre pensée peut-elle saisir la vérité ultime des phénomènes naturels. 3. Enfin, puisque la mathématique et la géométrie sont les instruments qui décrivent les lois physiques, elles sont aussi notre modèle idéal de pensée. La philosophie elle-même, si elle veut progresser comme les sciences, doit adopter ces instruments. Isaac Newton est né l'année de la mort de Galilée. Doué de facultés intellectuelles exceptionnelles,
il dominait la mathématique de manière extraordinaire. Il est l'inventeur, entre autres choses, d'un instrument qu'on a appelé ensuite le calcul différentiel. Einstein a dit que les réalisations intellectuelles de Newton doivent être considérées comme le plus grand pas en avant qu'un seul individu ait accompli dans toute l'histoire de la pensée. Dans son œuvre, Newton livre une synthèse entre la méthode empirique inductive de Bacon et la méthode rationnelle déductive de Descartes. Le résultat est cette splendide construction mathématique qui nous étonne encore, régissant la mécanique céleste. En 1684, Edmund Halley se rend au Trinity College pour discuter avec Newton du problème des orbites elliptiques qui taraude les astronomes et les mathématiciens et qui semble en contradiction avec la loi de Kepler. Newton, qui a déjà trouvé une solution 2 ans auparavant, dit à Halley que, d'un point de vue mathématique, la chose est possible, mais que malheureusement, ses annotations ont été égarées. Comme Halley insiste, Newton reprend l'étude et travaille nuit et jour sur ce sujet, payant cher de sa personne pour obtenir la solution du système mathématique le plus complexe qui soit. Ponctué par la dépression nerveuse de Newton, ce résultat est célèbre, une vision de l'univers qui condense en une formule mathématique, novatrice et simple en même temps, le mouvement des planètes et la trajectoire d'un projectile. À travers cette formule, on a même pu calculer la masse du Soleil et des planètes. Mais Newton, qui est aussi conscient des limites des théories scientifiques, a coutume de dire qu'il a l'impression d'être un enfant qui trouve un caillou blanc ou un coquillage sur une plage, devant l'océan de la vérité illimitée. En 1686, Newton présente à la Royal Society le manuscrit complet des Principia, dont la publication rencontre des difficultés. C'est grâce à Halley qu'elle devient possible dans les Acta Eruditorum de Leipzig. La présentation est rédigée par Newton lui-même, car peu de ses contemporains peuvent comprendre son travail. Newton est probablement le seul à pouvoir parler de Newton. Les théories de Newton ont déterminé l'avenir de la philosophie, de l'économie et de tous les autres domaines du savoir. Enseignées à Oxford et à Cambridge, elles doivent attendre cependant un demi-siècle avant d'être acceptées à la Sorbonne. La conception mécaniciste et newtonienne de la nature commence progressivement à être acceptée, avec le déterminisme rigoureux et la gigantesque machine cosmique au sein de laquelle tout est causal et déterminé. Les croyances religieuses s'en trouvent ébranlées et se creuse un vide spirituel qui deviendra une des caractéristiques de notre culture. Avec le succès de la vision mécaniciste au XVIIe siècle, la physique s'impose comme la base de toutes les sciences, si bien que Descartes écrit, ouvrez les guillemets, « Toute théorie philosophique ressemble à un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc la physique et les branches, toutes les autres sciences. » Fermez les guillemets. La théorie newtonienne et sa foi dans l'approche rationaliste et mécaniciste pour résoudre toutes les énigmes humaines est rapidement adoptée par les classes moyennes bourgeoises du XVIIIe siècle. C'est le siècle des Lumières. La fascination extraordinaire exercée par le paradigme newtonien peut être illustrée par ces propos d'un grand physiologiste du XIXe siècle, Hermann von Helmholtz. Ouvrez les guillemets. Pour moi,
Il n'y a point de théorie que l'on puisse qualifier de scientifique, si elle ne peut être formulée en termes de mécanique newtonienne. Fermez les guillemets. Newton devient ainsi, dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, comme un nouveau Moïse, si bien qu'à sa mort, survenue en 1727, Alexander Pope propose cette épitaphe pour sa tombe. Nature and nature's laws lay hid in night. God said, "Let Newton be," and all was light. Dans l'univers newtonien, les philosophes de l'époque romantique découvrent un monde enchanté, dominé par des lois naturelles. Pour les positivistes, il symbolise le triomphe d'une méthode qui peut constituer une définition de la science. Mais déjà à cette époque se dessinent des divergences dans la perception de la nature et de l'univers, comme en témoignent les différences entre la vision de Kant et celle de Goethe. Lorsque Kant commence à tracer la frontière entre la mathématique et la métaphysique, la mathématique jouit du privilège de procéder avec une méthode déductive à partir de concepts qui sont sa propre création. Il observe que les procédés et les méthodes des philosophes et des métaphysiciens sont très proches de celles des scientifiques. Pour lui, la véritable méthode de la métaphysique est analogue à celle que Newton a introduite dans les sciences, qui s'est montrée si féconde. À travers des expériences certaines et répétables, il faut découvrir les lois suivant lesquelles se déroulent certains phénomènes de la nature. Les phénomènes les plus complexes pourront être expliqués lorsque l'homme sera en mesure de montrer comment ils sont régis par ces lois. C'est l'exemple emblématique de toute une lignée de penseurs qui s'avanceront dans des directions différentes, mais toujours sous l'égide newtonienne. En d'autres termes, Kant et ses épigones, jusque de nos jours, pensent que la nature est donnée, stable, et que ce que notre intelligence en a saisi doit être réorganisé en fonction des différentes écoles de pensée et unifié par la connaissance et l'expérience. Goethe, au contraire, estime que la nature gît dans les profondeurs d'un mystérieux inconnu, créé par Dieu, quelque chose qui ne peut être ordonné ni unifié par aucune sorte de connaissance humaine. Tandis que Kant croit qu'avec le progrès de la connaissance humaine, la nature peut être complètement expliquée, Goethe a une vision plus modeste, déclarant que la nature est pénétrée par Dieu et que l'homme peut découvrir tout ce qu'il peut chercher, mais qu'il devra toujours admettre avec humilité que beaucoup de choses ne pourront être dévoilées ni expliquées. Lorsque Jean-Jacques Rousseau construit le système de normes intitulé du contrat social, comme une assise pour comprendre les lois qui gouvernent la société, sa pensée se développe dans le cadre du rationalisme. Rationnel, scientifique et déterministe, telle est sa méthode lorsqu'il analyse la société en la ramenant à sa plus petite unité, l'individu, et qu'il souligne que les relations entre la société et l'individu sont essentiellement de type contractuel. Cela correspond si bien aux techniques analytiques newtoniennes, déjà adoptées par les sciences naturelles, qu'aucun doute ne semble permis concernant le fait que les sciences philosophiques, comme les sciences sociales, doivent procéder avec la même méthode de matrice déterministe. D'autres penseurs avaient déjà jeté les bases de cette vision mécaniciste et réductionniste du monde et de la société en vue de la révolution industrielle. Pensons à Francis Bacon, mais surtout à Descartes, dont la méditation se fonde sur la réhabilitation du je,
de l'homme entendu comme vérité suprême. Pour Descartes, la clé pour comprendre le monde et pour le conduire vers le bien de l'humanité tenait en un seul mot, mathématiques. Au seuil du XXIe siècle, le succès de la méthode qui a réussi à conduire la société occidentale au niveau de bien-être actuel se trouve compromis. Nous nous rendons compte que la crise des valeurs, fruit de l'arrogante intelligence newtonienne, devient toujours plus aiguë. D'une part, cette crise conduit à la destruction progressive de la nature. Par ailleurs, l'ordre social périclite. Cela est particulièrement sensible dans les pays moins développés qui ont adopté les méthodes et les principes mécanicistes, rationalisme, industrialisation, planification, pour se développer. Mais même dans les pays industrialisés, l'augmentation du chômage, de la drogue et de la violence sont des signes de la détériorisation des institutions, comme l'a été à l'Est la chute des régimes socialistes. L'étonnante avancée des sciences naturelles pendant les 2 derniers siècles est due surtout au succès de leur application pratique. La science s'est toujours associée davantage à la technologie, toujours moins soucieuse de comprendre la véritable nature profonde de notre être. La technologie nous a donné des certitudes et le sens du pouvoir. L'homme a commencé à se sentir bien moins en but à la nature et à l'univers que ce qu'il croyait au début de son histoire. Denis Gabor, prix Nobel de physique, disait que la prétendue civilisation occidentale est fondée sur le succès extraordinaire de l'union entre science et technologie, mais que, d'un point de vue spirituel, elle n'est fondée pratiquement sur rien. Le rationalisme nous a donné l'impression, l'illusion même, de délivrer l'homme de toute contrainte matérielle et spirituelle, et de le placer au sommet d'une échelle imaginaire, libre à lui d'exploiter la nature et les autres espèces animales. Les théories de Darwin, Marx, Smith et de tant d'autres sont la conséquence directe de cette conception. Smith, comme Locke auparavant, estimait qu'à la base de toute activité humaine se trouvait l'intérêt matériel de l'homme. Les économistes, après Smith, ont formulé leur théorie du monde en associant le rationalisme à l'industrialisation. On pensait que les bénéfices privés conduiraient à l'intérêt public, et toutes les autres valeurs ont été écartées et tenues pour négligeables. La production de masse, la société de consommation, organisée comme une chaîne de montage, font que les hommes sont désormais considérés comme des ressources naturelles destinées à produire du travail, des innovations et de l'information. Toute l'intention se concentre sur l'efficacité des processus de production. Savoir où va l'humanité paraît secondaire. Les plans quinquennaux des régimes marxistes ont été la preuve tragique de cette approche anti-humaniste, dont témoigne tout aussi bien le mode de vie des pays occidentaux, comme les États-Unis, où des millions de personnes, en particulier des jeunes, vivent dans des conditions de misère. Comment peut-il en aller autrement, si même la Constitution américaine s'inspire de l'implacable modèle mécaniciste de l'univers, avec des systèmes d'équilibre et de frein dignes d'une locomotive du Far West. Toffler nous rappelle que même dans le jargon du Congrès, on retrouve des termes empruntés à la mécanique, comme Railroading Legislation ou bien Greasing the Congressional Gears. Il nous faut une nouvelle vision du monde, assignée
a un nouveau rôle à la science et à la philosophie de notre société en crise. Cette même crise, la science l'a connue il y a déjà 50 ans. Le nouveau paradigme scientifique et la nouvelle vision du monde qui émerge de cette crise n'ont pas encore été assimilés par la société dans ses comportements économiques, politiques et sociaux, de même que les théories de Newton ont tardé à être reconnues. En effet, des observations faites dans le domaine de la physique entre 1885 et 1926, Schrödinger et Heisenberg, produisent une nouvelle révolution scientifique et conduisent à une nouvelle formulation de la mécanique, appelée mécanique quantique. Le nom de Heisenberg est lié au célèbre principe d'indétermination, qui établit l'impossibilité conceptuelle de mesurer en même temps, avec une précision microscopique, la position et l'impulsion d'une particule microscopique, parce que les particules subatomiques possèdent à la fois les propriétés de l'onde et celles des corpuscules. La mécanique quantique, en offrant la possibilité de résoudre certains échecs de la physique newtonienne, dépasse la physique classique dans tous les domaines où les dimensions des problèmes à examiner sont de l'ordre de l'atome. Les succès éclatants de la mécanique quantique, lorsqu'elle explique une myriade de phénomènes, sont contredits par les difficultés énormes qui président à la dualité onde-corpuscule. Le fondement de cette nouvelle mécanique est l'abandon du déterminisme classique. Dès lors que l'on connaît les conditions initiales du mouvement, on peut déterminer avec précision la position et la vitesse, ou l'impulsion à chaque instant successif, au profit d'un probabilisme qui fait qu'à chaque instant on peut, à la rigueur, calculer la probabilité qu'une parcelle se trouve dans une position donnée, à une vitesse donnée. C'est une nouvelle vision du monde qui n'est plus déterministe, mais dominée par le principe d'indétermination et par des comportements casuels et imprévisibles. La formulation de cette nouvelle science, qui abandonne les canons newtoniens, déborde la physique et se trouve confortée par la chimie et la biologie. La chimie, avec la découverte des structures dissipatives et de l'entropie, la biologie, avec les découvertes récentes réévaluant le rôle de la casualité dans les systèmes en évolution. Tous les systèmes chimiques, physiques ou biologiques ont des fluctuations internes. Lorsqu'un système s'éloigne d'un point d'équilibre, comme cela arrive fréquemment, il ne se comporte plus de manière linéaire. Un facteur insignifiant peut produire un changement profond. La structure préexistante évolue vers un autre état d'équilibre, donnant lieu à une nouvelle structure, ou alors elle se désagrège de façon chaotique. Le hasard devient un élément important parce qu'il y a un point dans les processus évolutifs qui nous englobe avec notre univers, appelé point de bifurcation, depuis lequel il est impossible de prévoir la direction que prendra le système. En sciences classiques, le hasard était un intrus. Maintenant, il est déterminant. Ainsi, la nouvelle science s'approche des réalités politiques, économiques et sociales contemporaines. Même les systèmes politiques et économiques se comportent comme les systèmes chimiques lorsqu'ils s'éloignent de leur équilibre. Comment prévoir les krachs boursiers, ou même encore mai 68, la chute du mur de Berlin ou la crise du pétrole? Il est certain que si nous voulons survivre dans un monde en changement constant et rapide, il nous faut connaître les paradigmes de la nouvelle science et abandonner les certitudes de Newton et de ses épigones.
La Russie d'aujourd'hui est certainement l'exemple le plus frappant de la défaite d'une économie déterministe de type newtonien. Mais il y a d'autres régions où l'éconocentrisme est roi. Les efforts de Prigojine et de bien d'autres pour jeter un pont entre la science et la société devront se prolonger pour que soit ébranlée la salutaire inertie de la société humaine. La nouvelle vision du monde, telle qu'elle émerge des travaux de Heisenberg, Einstein, Popper, Duchamp, Thom, Prigojine et de tant d'autres, est moins stochastique, moins déterministe, plus incertaine, mais c'est pour nous restituer le sens de l'aventure, de l'imprévu, de la liberté. Newton est mort, et avec lui les certitudes de jadis. Mais la nouvelle science, à travers des ambiguïtés et des incertitudes, nous rend entière la dimension de l'imaginaire, du spirituel, et le goût de l'aventure et des frontières à franchir.